Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À Travers Champs, le 5e depuis le début du Salon de l'Agriculture. Nous sommes en direct depuis le stand du Siècle Vert pour la 5e fois depuis le début de la semaine en direct du Pavillon 4. Et on a une très belle émission à vous proposer cet après-midi pendant 1 heure. D'ici une petite demi-heure, Camille Garcette et plein d'autres personnes nous rejoindront dans quelques instants. On parlera de vin avec Guillaume Charpin et d'ail noir. On en apprendra plus sur cet aliment avec Manon Blangis. Comme chaque jour, Dimitri Hainaut et Alban Gamet de Saint-Germain seront en duplex un petit peu partout dans le Salon de l'Agriculture. On parlera notamment de cheval d'ici une grosse demi-heure. Mais tout de suite, le fait de cette émission, c'est la venue de l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel député européen Brice Hortefeux qui est avec nous et qui répondra dans quelques instants, quelques secondes même, aux questions de Lucas Pierre, Yanis Darras, Camille Garcette et Bastien Cochet. N'oubliez pas, vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur les réseaux sociaux avec un hashtag très simple, hashtag Siècle Vert. À Travers Champs, épisode 5, c'est en direct jusqu'à 14h45 et ça commence maintenant. Bonjour Brice Hortefeux, merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau d'À Travers Champs. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h15, l'occasion de revenir sur l'actualité avec notre équipe qui est déjà prête. Mais juste avant de revenir sur tout ça, c'est Camille Garcette qui va vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur vous. J'en dis pas plus, je laisse la parole à Camille Garcette. Yes. Bon, on attend toujours la régie, c'est pas grave, on va pouvoir lancer l'instrumental. On va y aller dans quelques instants. Donc, je vous ai dit, j'allais vous présenter votre portrait. Donc j'ai retracé un peu ce qui a marqué votre histoire pour pouvoir vous décrire et vous faire apprendre à ceux qui ne vous connaissent pas. L'idée étant de vous cerner un petit peu mieux avant de pouvoir aborder l'actualité. On en parlera dans quelques instants. On reviendra notamment sur les gilets jaunes et évidemment, Salon de l'Agriculture oblige, on parlera d'agriculture dans quelques instants. Ok. On est parti. Brice Hortefeux, l'archétype du politique, un CV qui date bien avant le néolithique. Ministre, secrétaire et même député, lorsque vous perdiez, vous étiez quand même sauvé. Une part de chance, mais vous aviez un bon ami qui vous plaçait où il pouvait, on l'appelle Sarkozy. Je dois rapper a cappella du coup. C'est yes. un nouveau concept. Je vous fais un beat si vous voulez, Camille. Allez, c'est parti. Bon, on va recommencer, c'est bon, c'est parti. Faux départ. Brice Hortefeux, l'archétype du politique, un CV qui date bien avant le néolithique. Ministre, secrétaire et même député, lorsque vous perdiez, vous étiez quand même sauvé. Une part de chance, mais vous aviez un bon ami qui vous plaçait où il pouvait, on l'appelle Sarkozy. D'abord lui se contentait de gagner l'élection, puis il met au porte-flingue dans les bonnes conditions. Quelle chance d'être né à Neuilly-sur-Seine, le calme, l'entre-soi, enfin une vie saine. Ministre de l'immigration avec Sarkozy, un poste qui se crée un peu comme par magie. Des lois souvent considérées comme assez brutales, comme l'opposition au regroupement familial. Vous fixez des objectifs chiffrés sur les expulsions, mais les êtres humains ne sont pas que des additions. La politique du chiffre, c'est grâce à vous qu'on la doit. Expulser avant même de bouger le petit doigt. Des dérapages racistes qui incitent à la haine. Quand il y en a un, ça va, il y a plusieurs, ça pose problème. Interdit de voir Sarkozy à cause de la Libye. Son absence vous affecte, il vous manque comme c'est triste. Condamné par la justice, sans remise de peine. Quand on est tout seul, ça va, à plusieurs, il y a des problèmes. Brice Hortefeux, l'homme aux mille et une polémiques, a toujours réussi à sortir in extremis. Aujourd'hui présent sur le plateau du Siècle Vert, Salon de l'Agriculture, histoire de se changer d'air. Merci. Merci. Camille Garcette d'avoir présenté en quelques détails Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, justement, vous avez... Des choses à redire peut-être je vous ai vu sourire pendant ce portrait. Oui, parce que des portraits, j'en ai déjà eu, des plus sympathiques, pas forcément piquant. Avec cet angle-là, mais en revanche, sur un ton de rappeur, ça je n'avais pas eu. Alors si je pouvais avoir la bande, ça intéresserait certainement un de mes enfants. Avec grand plaisir. Bah, voilà. Écoutez, on vous transmettra la bande en tout cas. Merci beaucoup Camille Garcette. Et on va enchaîner, on va revenir sur l'actualité avec vous, Lucas Pierre. Les Gilets jaunes manifestent tous les samedis depuis maintenant environ 3 mois. Les derniers sondages donnent d'ailleurs raison au gouvernement et demandent un arrêt des manifestations. Lucas Pierre, bonjour. Bonjour. Vous avez quelques questions à poser à ce sujet à Brice Hortefeux. Effectivement, bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Les Gilets jaunes, est-ce que vous les soutenez ? Oui, il y a eu une première étape lorsque ça a débuté, c'était le 17 novembre.
nous partagions leurs préoccupations, notamment à l'égard du ras-le-bol fiscal, puisqu'il y avait le sentiment, qui n'était pas un sentiment mais une réalité. Mais vous personnellement, est-ce que vous apportez votre soutien aux Gilets jaunes? Oui, c'est ce que précisément, mais c'est bien de poser la question, mais en même temps il faut écouter la réponse. C'est ce que j'étais en train de vous dire, à savoir que lorsqu'il a été lancé, le 17 novembre, nous avions indiqué très clairement, et j'avais indiqué très clairement, que je partageais leurs préoccupations. Préoccupations qui était essentiellement un ras-le-bol à l'égard de l'évolution de la fiscalité, ras-le-bol sur les nouvelles taxes, les nouvelles cotisations. Et vous connaissez la réalité de notre pays. Nous étions l'année dernière le premier pays pour le poids des impôts, des cotisations et des taxes en Europe, et nous sommes cette année le premier pays au monde en termes d'impôts, de cotisations et de taxes, si l'on considère que l'OCDE, qui est un organisme qui examine notamment les situations économiques des uns et des autres, eh bien, rassemble les principaux pays du monde. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette réalité, et ce que les Gilets jaunes ont commencé par exprimer, c'était cela. Après, il y a eu une évolution. C'est à cause, du gouvernement, tout ça. Est-ce que vous reprochez quelque chose au gouvernement par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Naturellement. Vous savez, il ne faut pas expliquer que quand on est au pouvoir, on est responsable de rien. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est sans doute... Pour ceux qui voudraient faire cela et qui expliquent qu'ils sont dans la nouvelle génération, c'est des pratiques qui étaient des générations nettement précédentes, avant Charles Aznavour. C'est-à-dire que quand on est au pouvoir, on est responsable. C'est comme ça, c'est la règle. Et donc, oui, bien sûr, il y a une responsabilité du gouvernement parce que c'est eux qui ont annoncé la hausse de la CSG, c'est eux qui ont annoncé la non-indexation des retraites sur les salaires, c'est eux qui ont annoncé l'évolution de la fiscalité sur l'essence et sur le diesel, c'est eux qui ont annoncé toute cette ribambelle de menaces qui pesaient sur nos concitoyens. Donc oui, il y a une responsabilité très claire du gouvernement. Ce qui met le feu aux poudres vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi l'augmentation de la taxe carbone. Est-ce qu'à l'époque, vous la souteniez, cette augmentation de la taxe carbone? Non, je vais vous dire, ce qui a mis le feu aux poudres, alors chacun peut avoir son analyse, mais je pense qu'il y a un des signaux révélateurs, ça a été la décision d'imposer unilatéralement les 80 km/h. La discussion, j'ai été ministre de l'Intérieur et donc de la sécurité routière. J'ai même été d'ailleurs le premier ministre de l'Intérieur qui avait la compétence de la sécurité routière, parce que contrairement à ce qu'on pensait, ce n'était pas l'Intérieur qui avait cette compétence-là, c'était une compétence partagée entre l'équipement et l'Intérieur. Et moi, le président de la République avait souhaité que ça soit le ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas été remis en cause depuis. Mais je pense que le fait que ce soit une mesure qui ait été imposée unilatéralement de haut vers le bas, et sans la moindre discussion, sans la moindre étude sérieuse préalable, eh bien, ça a contribué à ce sentiment qu'il y avait une volonté de n'écouter personne. Et donc, c'est le véritable détonateur, je pense que c'est ça. Dans une interview, vous parlez de contestation, vous dites être dans la contestation face au gouvernement. Est-ce qu'il y a encore besoin vraiment de contester aujourd'hui quand on voit que le président de la République, Emmanuel Macron, est quand même plutôt ouvert au dialogue? Je pense au grand débat national. Non, mais ça, c'est un sujet de fond. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que dans une démocratie, pour qu'elle bouge, pour qu'elle respire et surtout pour qu'elle fasse progresser, pour le mieux-être de la République et de nos concitoyens, parce que s'engager en politique, c'est ça. On s'engage pourquoi? Pour essayer de faire vivre une République, la nôtre, et de faire vivre aussi et améliorer la situation de nos concitoyens. C'est le seul objectif. Bon, eh bien, je pense qu'il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. Toute l'attitude du président de la République, c'est d'essayer de chloroformer tout cela, d'essayer vraiment de vitrifier la vie politique, qu'il n'y ait que lui face aux extrêmes, et comme ça, la vie est belle. Nous, on n'est pas obligé de suivre ce mouvement-là. Nous sommes une opposition démocratique. Qu'est-ce que ça signifie? Donc il n'est pas vraiment à l'écoute des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça signifie, une opposition moderne? C'est une opposition qui s'oppose quand c'est nécessaire, qui approuve quand c'est juste et qui avance des propositions. C'est ça, une opposition. Et la vie démocratique, c'est pas simplement une famille politique qui impose à tout le monde. Donc nous sommes dans l'opposition, mais une opposition apaisée, calme, sereine et, je l'espère, constructive. Est-ce qu'Emmanuel Macron est à l'écoute des Gilets jaunes et de la population française? En tout cas, son obsession, visiblement, c'est la communication. Et moi, je pense que trop de communication tue la communication. C'est faire le discours plus long possible battant Fidel Castro, c'est de rester ici dans le salon de l'agriculture le plus longtemps possible. C'est toujours comme ça, c'est qu'on accumule la communication. C'est hier, enfin la semaine dernière, aller faire la maraude et se faire photographier soigneusement en donnant le sentiment d'un dialogue avec ceux qui sont les plus précarisés de la population. C'est toujours systématiquement cela, et moi je ne me reconnais pas du tout, mais pas du tout, dans cette pratique de la politique. Une dernière question, Lucas Biel. Très bien. Est-ce que vous estimez aussi que le ministre
ministre de l'Intérieur, vous qui avez été ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, est-ce qu'il est à l'écoute, lui? Est-ce qu'il réagit bien face au mouvement des Gilets jaunes chaque samedi? Moi, je ne doute pas de la bonne volonté du ministre de l'Intérieur, de ses collaborateurs que je connais bien, et de son secrétaire d'État qui a été un policier, très bon policier. Donc je ne doute pas de la bonne volonté. Est-ce que pour autant il n'y a pas eu des erreurs? Oui, bien sûr qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais oui, c'est très simple. Comment se fait-il? À un moment donné, par exemple, il y avait 3000 manifestants à Paris et il y avait quasiment autant de policiers. C'était un policier pour un manifestant. Bon, et ça veut dire que les ordres n'ont pas été donnés pour empêcher la dérive que l'on a connue en matière de dégradation et de violence. Voilà, c'est ça la réalité. Mais encore une fois, je ne doute pas a priori de la bonne volonté du ministre de l'Intérieur. Merci, Brice Hortefeux. Merci. Lucas Pierre. On parlait justement à l'instant d'Emmanuel Macron et d'En Marche, une des véritables raisons de l'éclatement politique en 2017, après l'élection à la présidentielle d'Emmanuel Macron. On fait un point sur l'état des Républicains aujourd'hui, avec vous Lucas Pierre et avec vous Brice Hortefeux. Dans une interview au Figaro, vous dites que les Républicains ont franchi 2 étapes, celle de reconstruire et de redevenir audible. Vous trouvez vraiment que votre parti est redevenu audible aujourd'hui? Oui, si vous étiez tout à fait honnête, ce dont je ne doute pas, et donc complet. Et vous direz que j'ai souligné qu'il y avait encore une 3e étape. Oui. Et je pense que, qui est celle de redevenir crédible. Je pense qu'effectivement, nous avons été battus dans les circonstances que vous connaissez. En 2017, une situation incroyable où en fait il n'y a pas eu de débat présidentiel. Le présidentiel, ça doit être l'organisation d'un débat pour affirmer les grands choix, les différences, et les électeurs à ce moment-là s'expriment. Bon, là, ça ne s'est pas produit pour toutes les raisons que vous connaissez, sur lesquelles je ne reviens pas. Donc on a subi un échec. Pour la première fois, la famille politique à laquelle j'appartiens, celle qui s'inspirait du général de Gaulle, qui était celle de Jacques Chirac, celle de Nicolas Sarkozy, n'a pas été présente au 2e tour. C'est donc un premier traumatisme. Deuxième élément, c'est que nous avons été défaits aux élections législatives. On n'a pas été détruits, on n'est pas dans la situation du Parti Socialiste. On a été défaits, il y a encore une centaine de députés à l'Assemblée nationale, donc on n'a pas été défaits. Mais enfin, on a été battus. Donc bien sûr, quand on a été battu et aux présidentielles et aux législatives, c'est un obstacle particulièrement difficile à relever. C'est ce que nous essayons de faire. On reconstruit notre famille politique. Aujourd'hui, les Républicains sont la première force militante, première force territoriale. Et ensuite, il y a la bataille, naturellement, de notre capacité à être audible. Et ça, je pense qu'on l'est sur un certain nombre de sujets, pas sur tous. Et puis, un 3e défi, c'est celui de la crédibilité. Et là, nous avons encore une marge de progression incontestablement. Vous trouvez que les Républicains sont audibles aujourd'hui? Je pense qu'ils sont audibles sur un certain nombre de sujets. Mais nous avons à gagner la bataille de la crédibilité. Parce que la France Insoumise se réclame d'être le premier parti d'opposition. Alors, en termes de nombre de sièges, ce n'est pas le cas. Mais dans la façon dont on les entend dans les médias, c'est le cas. On entend plus les députés de la France Insoumise que les députés des Républicains dans les médias. Ils sont plus audibles. Ça, c'est un peu subjectif. Vous verrez, si vous êtes journaliste, attention à ne pas être trop subjectif, à être objectif. Et si c'est le cas, si c'est votre sentiment, eh bien, écoutez, merci de me donner l'occasion aujourd'hui d'essayer de vous convaincre de l'inverse. La question, c'était plutôt, est-ce que être audible aujourd'hui, c'est être médiatisé? Ah, la question, c'est effectivement, pour être audible, il vaut mieux qu'on arrive à s'exprimer, parce que si on s'exprime tout seul dans son coin, il y a peu de chances qu'évidemment on arrive à convaincre. Mais sans doute, on a encore une fois une capacité, une marge de progression, doit être... Je vous donne 3 exemples, je pense, enfin un exemple très, très précis. Je pense que nous devons avoir, nous, des messages. La question, dans une démocratie, c'est à quoi on sert? Quelle est notre utilité? Je pense que nous, les Républicains, avec Laurent Wauquiez, en s'inspirant de ceux qui nous ont et qui ont été nos prédécesseurs, nous devons relever 3 objectifs. D'abord, d'être les premiers défenseurs des classes moyennes. Les classes moyennes ont été massacrées sous le quinquennat précédent, et donc nous devons nous battre pour que les classes moyennes... Qu'est-ce que ça signifie? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça signifie qu'il faut à un moment donné baisser les impôts. C'est ça. Satisfaire les classes moyennes, répondre les classes moyennes, défendre les classes moyennes, c'est trouver un moyen pour baisser les impôts, et il y a des pistes. Deuxième élément, nous devons être les premiers défenseurs des retraités. Il y a aujourd'hui 17 millions de retraités dans notre pays. Ils sont les cibles de la présidence Macron et du gouvernement. Nous devons dire très clairement qu'avec nous, par exemple, eh bien, on indexerait les pensions et les retraites sur les salaires. Troisième élément, nous devons être les premiers promoteurs de la politique familiale. Aujourd'hui, la politique familiale, pas aujourd'hui, depuis quelques années, la politique familiale est démolie. On voit d'ailleurs les résultats, ça fait 4 ans que le taux de fécondité baisse dans notre pays, en parallèle exact avec la réforme de la politique familiale.
eh bien, il faut qu'on soit les premiers promoteurs de la politique familiale. Je voudrais juste en revenir au sujet de l'interview quand même, oui. Qui est l'état de votre parti. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis, pour que notre parti, si on fait ces 3 éléments, défenseur des classes moyennes, défenseur des retraités, défenseur de la politique familiale, c'est ce que fait Laurent Wauquiez aujourd'hui. Du chemin. Exactement. Comment vous expliquez alors que la popularité des Républicains et de Laurent Wauquiez n'augmente pas aujourd'hui? Mais parce que d'abord, vous savez, il y a une formule de l'Ecclésiaste qui est une vraie formule, qui est de dire il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. On n'est pas encore dans le temps de la récolte, je le dis au salon de l'agriculture, on est encore le temps des semences. Voilà. Mais j'espère qu'effectivement, à un moment donné, on viendra le temps de la récolte. Merci Brice Hortefeux. Ce sera le mot de la fin. Merci Lucas Pierre, merci Brice Hortefeux. Alors que la méfiance envers les pesticides est de plus en plus présente chez les Français, le gouvernement a fait machine arrière sur le glyphosate. Et ça, on y revient avec vous, Brice Hortefeux, mais également avec vous, Yanis Darras. Bonjour Yanis. Bonjour Antoine, bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Première question, comment on peut réduire drastiquement l'utilisation des pesticides en France? Il faut le faire, naturellement, sérieusement, c'est-à-dire ne pas se contenter de slogans et de postures, mais laisser le temps d'imaginer des produits de substitution. Et le glyphosate, d'ailleurs, est l'exemple d'un naufrage. Pour vous, il était prévisible, ce naufrage, de la part du gouvernement? C'est l'exemple d'un naufrage. Le président de la République est arrivé devant la Commission européenne et au Conseil des ministres en voulant imposer 3 ans, ce qui était totalement et techniquement impensable et impossible. Résultat, naturellement, il s'est ramassé une claque, puisque les responsables européens n'étaient absolument pas sur cette ligne. Donc, j'ai une de mes collègues qui s'appelle Angélique Delahaye, qui était une spécialiste de ces questions, qui comprend et qui défend la remise en cause du glyphosate dans l'intérêt général, dès lors qu'il y a un certain nombre d'études scientifiques, parfois contredites d'ailleurs, enfin l'y encourage, mais dans un délai qui soit un délai raisonnable. Et je pense que les 5 ans, quel délai justement Je pense que ce qui a été retenu par l'Europe, je pense que le délai qui a été retenu par l'Europe est un délai minimum. Alors, on l'a dit, hein, c'est un échec de la part du gouvernement. Est-ce que cet échec était vraiment prévisible? Est-ce que le gouvernement s'est trop avancé sans proposer de solutions concrètes, comme vous le dites? Il est arrivé sur ce sujet, comme les autres, avec beaucoup d'arrogance auprès des instances européennes. Si vous vous souvenez, si vous prenez tous les aspects européens, le gouvernement et le président de la République voulaient, pour les élections européennes qui ont lieu au mois de mai, des listes transnationales. Ils n'avaient rien préparé et résultat, ça s'est fait retoquer. Allez, première claque. Deuxième claque, ils voulaient un budget de la zone euro. Ça commençait par être écarté et là, les Allemands ont décidé, il y a quelques jours, à peine, de faire l'aumône d'un mini budget de la zone euro. Deuxième claque. Troisième élément, le président de la République voulait un parlement de la zone euro. Les autres partenaires européens ont dit il n'en est pas question. Troisième claque. Quatrième claque, il voulait un ministre des Finances de la zone euro. Les partenaires européens ont dit il n'en est pas question. Le président s'avance trop pour vous? Donc il s'avance avec beaucoup d'arrogance et résultat, ces avancées aboutissent à des reculs. Et enfin, je pourrais donner un autre exemple, c'est que soit il s'avance avec arrogance, soit on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Si vous prenez l'exemple du Mercosur, par exemple, l'accord avec les pays d'Amérique centrale et du Sud, eh bien, on s'est aperçu que le président de la République avait dit tout très exactement, plus son contraire. C'est pas exactement comme ça qu'on doit concevoir les choses. Il dit une chose devant les instances françaises, devant les instances communautaires, et il reçoit le Premier ministre d'Argentine, président d'Argentine, et dit quelque chose de totalement différent, qui est honnêtement très difficile à suivre. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va assez loin dans la réflexion sur l'après-pesticides? Pour revenir au sujet des pesticides, il y a unanimité pour dire qu'il faut que l'on évolue vers une évolution, qu'il faut qu'on évolue vers une transformation technique et scientifique, mais pas le faire, le dire et l'appliquer n'importe comment. Et malheureusement, c'est ce qui était proposé avec des délais qui étaient totalement intenables et pour les exploitants, pour les producteurs, impossible à respecter. Justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre agriculture est plutôt une agriculture assez productiviste. Comment est-ce qu'on doit changer le modèle, justement, pour éviter d'utiliser des pesticides? Oui, j'entends ça, c'est quelque chose qui se dit, qui se répète. Moi, je vous dis une chose, c'est qu'on a, d'abord, on est une grande puissance agricole et on l'est toujours. La France est la première puissance agricole européenne devant l'Allemagne et l'Italie, comme vous le savez certainement. Deuxième élément, on a l'agriculture la plus durable, pour prendre un terme qui est à la mode. Vous avez un institut qui l'a encore rappelé il y a quelques jours, pourtant qui ne nous était pas a priori favorable, qui nous a décerné le premier prix
Troisième élément, on a l'agriculture sans doute la plus sûre parce que la plus traçable. Donc tous ces éléments font que la France bénéficie d'un atout formidable. Je vous rappelle que c'est 6,7% de la richesse du PIB de notre pays qui est produit grâce à l'agriculture. Justement, vous nous parlez d'atouts formidables. Est-ce que l'agriculture 100% biologique en France, ça peut exister et ça peut devenir un atout en Europe? Mais vous avez raison, l'agriculture biologique est un grand espoir pour un certain nombre. Simplement, je vous dis une chose, c'est que simultanément à cette réflexion, ces encouragements sur l'agriculture bio, il faut se poser la question du monde paysan. Et vous connaissez la situation du monde agricole. On est à, je crois, 448 000 exploitants agricoles. Il y en avait 514 000 il y a 10 ans. Vous voyez la perte. En réalité, on perd entre 1,5% et 2% chaque année dans le monde paysan. Il y a le drame qui est rappelé. On va devoir enchaîner rapidement. Pardon ? Rapidement, parce qu'on va devoir enchaîner. Oui, et donc il y a la question du revenu, puisque le revenu moyen est de autour de 1 200 euros. Et justement, on va en parler juste après. Donc, c'est parfaitement l'occasion de faire la transition. Eh bien, on fait la transition. Merci Yanis Darras, merci, Brice Hortefeux. Justement, c'est parfaitement l'occasion de parler des agriculteurs, pourtant confrontés à de très grandes difficultés pour survivre aujourd'hui, Yanis. Oui, les agriculteurs, ils sont en grande difficulté en France, ils le clament depuis des années. Concrètement, comment on peut leur venir en aide aujourd'hui? Bon, premier élément, d'abord en leur disant qu'on les aime. Premier élément. Bon, après, il faut y ait preuve, bien sûr. Toujours, en amour, il faut toujours qu'il y ait des preuves. Mais le premier élément, c'est de dire que nous, en tout cas, à titre personnel, dans ma famille, nous aimons, nous soutenons, nous encourageons et nous savons ce que l'on doit à l'agriculture. J'évoquais il y a quelques instants... Le salon de l'agriculture, justement, c'est une occasion pour célébrer aussi pas seulement, parce que dans ma région, il y a le sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne, qui est la deuxième manifestation ex aequo de notre pays avec Rennes. Donc c'est l'occasion de le dire, de le rappeler et de le souligner. Deuxième élément, il faut bien sûr prendre des initiatives. Prendre des initiatives, d'abord quand il y a des coups durs, ce qui a été le cas par exemple avec la sécheresse. La sécheresse, il fallait bien sûr constater la sécheresse, mais pas rester les bras ballants. Et par exemple, dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez, a été mis en place un plan très ambitieux de soutien au monde agricole. C'est d'ailleurs pour cela que la région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier budget agricole régional de notre pays devant de l'Occitanie. Donc, quand il y a une difficulté, il faut qu'on soit solidaire, pas simplement dans les mots, mais dans les chiffres. Et là, il y a des aides, par exemple, qui vont jusqu'à 2 000 euros. Et rien que la semaine dernière, pour vous donner un exemple de la préoccupation, des difficultés, vendredi dernier, il a été enregistré 528 dossiers d'exploitants, éleveurs essentiellement, bien sûr, d'exploitants qui demandent un concours pour surmonter la difficulté de la sécheresse. Et puis pas le faire en noyant les agriculteurs sous des tonnes de paperasserie, de dossiers. Et nous, c'est une page, un clic, pas de formulaire sans fin. Et comme ça permet de répondre plus rapidement. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, il faut bien évidemment que les cours correspondent, permettent de vivre de sa production. Il n'y a pas un seul agriculteur qui ne dise pas qu'il préférerait vivre de sa production que des subventions. Mais aujourd'hui, les subventions sont indispensables à leur survie. Alors, vous nous parlez de solidarité, justement, et pourtant, les agriculteurs ne se sont jamais aussi sentis seuls. Comment on lutte contre ce sentiment de solitude? Bien, par ces éléments-là. Par un témoignage de solidarité, d'affection, d'amitié, utilisez le mot que vous voulez, mais c'est le premier élément. C'est vrai qu'il y a une tendance dans notre pays qui est absolument invraisemblable pour remettre en cause leur rôle. On ne peut pas se résumer naturellement aux jardiniers de l'univers, mais pour remettre en cause leur rôle et leur rapport. Que serait la France, que serait le monde sans agriculteurs? Deuxième élément, prendre conscience qu'il y a une évolution. Et il y a 20 ans, un agriculteur, une exploitation faisait vivre 40 de nos compatriotes, enfin satisfaisait à l'alimentation de 40 de nos compatriotes. Aujourd'hui, des progrès considérables ont été accomplis puisque ça en fait vivre 60. Donc c'est quelque chose naturellement aussi qu'il faut avoir en mémoire. Bon. Et troisième élément, accompagner les évolutions. Et vous preniez l'exemple du bio, c'en est un exemple. Mais ça veut dire aussi que les pouvoirs publics, et je me mets naturellement dans le lot, doivent prendre conscience que parfois il y a des subventions qui mettent beaucoup trop de temps pour arriver. Vous savez, notamment la déception d'un certain nombre au niveau national d'exploitants qui s'étaient lancés dans le bio avec la garantie
de concours européens, garanties qui finalement ne peuvent pas être respectées parce qu'il y a eu plus de demandes, parce qu'il y a eu des délais techniques pour lesquels soi-disant le gouvernement était incapable de répondre. Je vous donne là aussi un exemple. Justement, ils se sentent aussi abandonnés par le gouvernement. Oui, ben moi je vous dis qu'à l'échelon qui est le mien, c'était à l'échelon régional, et bien précisément, on a mis en place une équipe en Auvergne-Rhône-Alpes de 16 personnes pour combler les retards dans les versements des subventions. Ben, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cela par exemple. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le malaise des agriculteurs, il est connu depuis à peu près les années 60. Pourquoi on n'arrive pas à le résoudre? Parce qu'aujourd'hui, quand même, un agriculteur tous les 2 jours se suicide. Oui, c'est une statistique terrible et vous le savez, par rapport au reste de la population notamment. Le chiffre lui-même, c'est un peu plus de 700 qui se suicident, mais donc par désespoir, essentiellement d'ailleurs dans le monde de l'élevage, essentiellement. Et c'est un chiffre qui est extraordinairement supérieur par rapport à toutes les catégories socio-professionnelles, puisque c'est de moyenne de 20 à 30%. 20 à 30% supérieur. Donc c'est naturellement très révélateur de ce drame. Mais je vous dis, on n'y répond pas par une seule mesure, on y répond par l'addition de mesures dont je vous ai donné quelques exemples. Alors aujourd'hui, c'est une dernière question, Yanis. Voilà. Alors aujourd'hui, très rapidement, est-ce que c'est ces mesures-là que le gouvernement doit appliquer? Oui, le gouvernement doit s'en inspirer. Là aussi, moi, je ne mets pas en cause, parce que je suis dans l'opposition, que j'explique que le gouvernement fait tout systématiquement mal. L'actuel ministre de l'Agriculture, sans doute plus que ses 2 prédécesseurs, notamment le prédécesseur du précédent quinquennat, et semble-t-il plus à l'écoute et répond mieux aux préoccupations du monde paysan. Mais il n'en reste pas moins que la question du revenu, la question de la reprise, la question du fait que plus de la moitié des agriculteurs qui sont en fonction aujourd'hui ont plus de 50 ans, donc sont place déjà dans une perspective qui est une perspective d'évolution vers la retraite. Eh bien, ce sont des défis que le gouvernement doit impérativement relever, mais en s'appuyant aussi sur la politique régionale et en ne pratiquant pas le double langage. Je termine vraiment par cela. Vous savez, le président de la République veut envoyer des élus au Parlement européen. Ici, au devant, dans le salon, il explique qu'il faut protéger la PAC. Mais les élus qu'il va envoyer en marche au Parlement européen vont rejoindre un groupe qui est composé majoritairement par des élus qui veulent remettre en cause la PAC. Donc on ne peut pas avoir un discours ici, au sommet du Salon de l'Agriculture, et avoir une pratique qui sera différente demain au Parlement européen. J'espère que les agriculteurs s'en souviendront au mois de mai. Merci Brice Hortefeux. Merci. Et on l'espère aussi. Merci Brice Hortefeux d'avoir été avec nous dans ce numéro d'À travers Champs. Merci à vous Yanis Darras. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver, si vous venez d'arriver, vous pouvez retrouver l'interview de Brice Hortefeux sur la page Facebook ici de Fréquence ESJ où vous aurez tout le replay de l'émission. Merci encore une fois Yanis. Merci à vous d'avoir été avec nous Brice Hortefeux. Toujours en direct sur le plateau de Siècle Vert sous Fréquence ESJ. Nous sommes en direct depuis le pavillon 4 pendant encore une grosse demi-heure. On a un très beau programme qui arrive dans quelques instants. Nous serons avec certains de nos journalistes, Guillaume Charpin et Manon Blangis, avec lesquels nous parlerons de vin ou encore d'ail noir. Mais tout de suite, je vous le disais en début d'émission, nous sommes en direct avec Dimitri Hainaut et Alban Gamet de Saint-Germain qui sont quelque part dans le salon. Dimitri, Alban, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends Antoine. Je vous entends et donc nous sommes au pavillon 2.1. Je suis en présence de Justine qui travaille à la Fédération Française d'Équitation comme chargée de développement. Alors Justine, qu'est-ce qu'on fait là et où est-ce qu'on est ? Alors ici on est avec nos poneys pour faire découvrir l'équitation aux plus jeunes. Donc on propose aux enfants des petits baptêmes pour qu'ils s'initient. Le but c'est vraiment de leur faire découvrir ce qu'on fait dans nos 6000 poneys clubs et centres équestres qu'on a en France. On les prend assez jeunes et il y a de multiples bienfaits pour les enfants de monter à poney. Alors justement, quels sont ces bienfaits pour un enfant de découvrir le poney ? Alors là, par exemple, on va avoir des petits dispositifs qui leur font bouger les mains, attraper des objets. Ça développe la psychomotricité, donc c'est très bon pour le physique. Mais c'est également bon pour le moral, puisqu'on voit que les enfants sont tout de suite heureux avec le contact du poney. Ils se détendent, ils se responsabilisent parce qu'il faut prendre soin de l'animal. C'est très complet comme sport. Et voilà, on le recommande parce que ça a de nombreux bienfaits. Et à partir de quel âge un enfant peut commencer à faire du poney ? Alors nous, on les prend à partir de 4 ans sur le salon, mais dans les poneys clubs et centres équestres, ils proposent des séances de baby poney dès 2 ans et demi. Donc c'est des séances qui sont très ludiques, très en lien avec les parents, où c'est de l'éveil des sens, presque on apprend à toucher le poney, voilà, c'est des petites découvertes très simples. Et ça fait combien de temps que vous proposez cette activité sur le salon de l'agriculture ? Ça fait 4 ans qu'on est là.
toujours avec autant de plaisir pour faire découvrir les joies de l'équitation aux enfants. D'accord, et on rappelle, vous serez là jusqu'à la fin du salon. Non, Donc pour les personnes qui veulent venir ici à découvrir, donc, un poney avait une envie pressante. Dernière question, j'imagine que vous êtes cavalière. Oui, absolument, je suis cavalière et c'est vrai que l'équipe aussi, on est beaucoup de cavalières. Depuis combien de temps? Depuis toute petite aussi? Depuis toute petite, absolument, depuis mes 4 ans. Et c'est une passion qui ne lâche pas l'équitation, donc je monte toujours à cheval. Très bien. Et où est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple pour les enfants qui veulent du poney, où est-ce qu'ils peuvent en faire? Alors, partout en France, il y a des clubs. On estime qu'il y a un club à environ 13 km en moyenne de chacun. Donc, les clubs sont très faciles d'accès. C'est des lieux qui sont ouverts. Souvent, les gens hésitent à y aller. Pas de problème, allez-y. Les dirigeants de club vont vous accueillir, ils vont vous parler de leur passion parce qu'eux aussi, c'est des passionnés et ils seront ravis de vous faire partager le bienfait du poney. Et dernière question, petite question technique. Concrètement, pour une personne qui veut inscrire son enfant au poney, ça va lui coûter combien pour une année? Alors ça dépend un petit peu des régions. En moyenne, on est entre 15 et 20 euros de l'heure. Donc forcément, dans les grandes villes, c'est un petit peu plus cher que dans les campagnes. Mais c'est bien moins cher que ce qu'on pense. On est entre 15 et 20 euros de l'heure. Et une belle manière de découvrir les poneys et de passer après, j'imagine, à la taille plus grande aux chevaux. Et tout ça pour aussi découvrir ces animaux. Oui, absolument. On commence par les poneys quand on est petit puisque c'est adapté à la taille des enfants. On a un rapport poids-puissance qui est bon pour les enfants. Après, quand on progresse, on va pouvoir monter sur des poneys de plus en plus grands et monter à cheval après. Eh bien, écoutez, merci Justine. Voilà, vous l'avez compris. Donc, en ce moment même, une initiation au poney. Malheureusement, Dimitri, qui est derrière la caméra, voulait en faire. Il n'a pas pu parce que déjà, il est trop grand, mais surtout, il a une peur bleue de ces petites bêtes à poil qui vraiment ne font pas peur. Hein, vous voyez, les enfants, là, on est sur, je pense, une moyenne d'âge de 4-5 ans là, sur cette session d'initiation. C'est ça, c'est des enfants du coup qui sont en binôme avec les poneys et qui sont aux alentours de 4-5 ans. Eh bien, merci Justine. Et voilà, je vous rends l'antenne et nous, on va se déplacer. On va vous retrouver pour un concours de cris d'âne. Un concours de cris d'âne, d'accord, très bien. Merci Alban Gamet de Saint-Germain et Dimitri Hainaut qui était derrière la caméra et qui a combattu sa peur viscérale des poneys pour l'occasion. On les retrouve donc dans quelques instants pour un concours de cris d'âne. Je sais pas ce que c'est un concours de... Enfin, je sais ce que c'est malheureusement, mais... Un concours de cris d'âne, oui. je vous avoue que j'ai du mal à l'imaginer comme ça. Écoutez, on verra tout ça dans mystérieux, c'est très dans mystérieux. quelques instants avec Alban Gamet de Saint-Germain et Dimitri Hainaut. Mais juste avant ça, c'est vous Guillaume Charpin qui nous avez rejoint en plateau. Bonjour Guillaume. Et oui, bonjour Antoine, bonjour Camille, et bonjour Stéphanie. Et bonjour à tous. Exactement, Guillaume, vous n'êtes pas venu seul. Et non, je suis venu très bien accompagné. En charmante compagnie avec une très belle bouteille sur cette table qui vous appartient, je crois. Tout à fait, on est producteur dans la région libournaise, donc du côté de Bordeaux. On est producteur sur la rive droite, tout ce qui est Pomerol, Saint-Émilion, la lande de Pomerol, toute cette belle région en fait. La bonne rive donc. Et je crois d'ailleurs que le vignoble Rousseau, c'est avant tout une histoire de famille. Je crois que ça fait 4 ou 5 générations maintenant que les vignobles Rousseau sont en activité. Même plus que ça, on est à peu près à 7-8 générations où on est producteur de père en fils et de père en fille. Donc voilà, on perpétue la tradition de la production viticole. Et alors, quelles sont vos différentes techniques? Parce qu'on sait bien que dans la région de Bordeaux, il y a beaucoup de vins différents qui peuvent exister. Quelles sont les spécificités de votre vin à vous, du vignoble Rousseau, et de la multiplicité des vins qui peuvent offrir aux consommateurs? Alors nous, on a fait le choix de garder le travail à l'ancienne, en fait, alors tout en ayant des techniques modernes, voire très modernes, mais de garder le travail à l'ancienne, donc des cuvaisons longues, un travail de la terre qui est important, et pour avoir des vins authentiques, des vins structurés, on n'est pas sur le choix des vins commerciaux comme c'est la mode actuellement. Depuis quelques années, nous on veut que les vins tiennent la route dans le temps, et que les clients derrière, quand ils rouvrent une bouteille au bout de 10 ans, 15 ans, comme on le voit fréquemment, soient heureux d'avoir fait ce choix et de nous avoir fait confiance. Et alors justement, en parlant de confiance, moi je m'interroge, moi qui suis par exemple un grand néophyte en matière de vin, on peut vous retrouver du coup sur le pavillon 3 pour avoir des conseils là-dessus, sur les meilleurs vins à sélectionner, les meilleurs produits
pour les accompagner, pour l'élevage, enfin l'élevage, on ne dit pas de l'élevage pour du vin, mais pour Non, c'est pas vraiment de l'élevage, Antoine. C'est pas vraiment de l'élevage, ça bouge pas, une bouteille de vin. Alors c'est pas de l'élevage dans la reproduction, mais on a ce qu'on appelle une partie d'élevage, où D'accord. l'élevage se fait en fût de chêne en fait. Donc on appelle ça, du vin, voilà, quelque part. exactement, on appelle ça aussi de l'élevage, mais sans reproduction, sans côté reproductif, comme on peut avoir de l'élevage sur des animaux. Donc on peut nous retrouver au bâtiment 3, sur le stand J115. Du côté du Val-de-Loire. Exactement, pas loin, où vous pourrez déguster l'ensemble de notre gamme, où on a quand même une gamme très large, puisqu'on a des vieux millésimes, on a des millésimes très récents, donc c'est intéressant de pouvoir voir l'évolution d'un vin. Rien que feuilleter le catalogue, ça prend au moins 5 minutes avec toute oui, la richesse tout de vos à fait, produits. Donc, tout à fait, tout à fait. Guillaume, vous avez dit que ça fait depuis 4 ou 5 générations. Non, beaucoup plus même. Beaucoup plus. Donc, 7e ou 8e. Ça fait combien de temps que vous êtes au salon de l'agriculture? Parce que j'imagine que ça doit faire des années. Oui, ça fait une quarantaine d'années que mes parents font le salon de l'agriculture à peu près. Moi, ça fait partie des doyens des producteurs du salon. Exactement, exactement. Alors on est de moins en moins nombreux parce que y a de moins en moins de producteurs malheureusement sur le salon de l'agriculture, mais au niveau viticole en Bordelais. Mais moi, ça fait mon premier salon, je l'ai commencé, c'était sur le millésime 93, donc c'était en 94. Ça c'est intéressant. Vous savez pourquoi il y a de moins en moins de viticulteurs sur le salon de l'agriculture aujourd'hui? Oui, parce que c'est difficile. On n'a pas, en tant que producteur, on n'a pas la veine commerciale. Donc c'est vrai que c'est difficile pour nous. Ça a un coût aussi. Et comme malheureusement pour beaucoup de producteurs, mais pas que dans le vin, mais dans beaucoup de richesses en France, il faut avoir les reins assez solides quand même pour pouvoir faire ce genre de gros salon qui est coûteux de toute façon. Très chronophage en plus. Oui, et chronophage en plus. C'est une semaine très sportive en plus, donc exactement. Ça doit être très difficile. Vous parliez de techniques, vous disiez que certaines de vos techniques restaient très artisanales et d'autres qui étaient assez modernes. Je crois justement, dans l'actualité, on parle beaucoup en ce moment du glyphosate et de tous les pesticides chimiques qu'il peut y avoir. Je crois que justement, vous, votre production, là où elle est peut-être novatrice par rapport à d'autres vignobles, c'est qu'elle essaye d'utiliser de moins en moins et potentiellement d'ici quelques mois ou quelques années, plus aucun pesticide dans vos produits. Tout à fait. On est haute valeur environnementale niveau 3 depuis quelques années maintenant. On a été les seconds niveau 3, en France. Ça correspond à quoi à peu près? C'est le plus haut des niveaux en fait. D'accord, oui. C'est le plus haut des niveaux. Donc on a été les seconds en France à obtenir ce label-là dans notre secteur d'activité. Maintenant, ça se développe et c'est tant mieux. Un seul petit regret, parce que c'est quand même un label qui est officiel, puisque c'est un label issu du Grenelle de l'environnement. Un seul petit bémol, c'est que malheureusement, il est assez méconnu par les consommateurs. C'est assez fou, comme un produit pour le vin qui est très célèbre en France. C'est quand même bizarre qu'on ne connaisse pas du tout ce genre de label. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un manque de communication au niveau ministériel et au niveau gouvernemental. Et c'est dommage parce que c'est un label qui est très intéressant. Mais beaucoup de producteurs dans le vin notamment se mettent de plus en plus à ce label-là. Mais vous n'avez pas donc l'appellation agriculture biologique? Vous l'avez pas Non, on n'est pas en agriculture biologique, on est en haute valeur environnementale. Donc ce n'est pas la même chose. Donc ce n'est pas la même chose. Alors pour faire simple, parce que moi j'aime pas rentrer dans les considérations trop compliquées, surtout pour le consommateur qui est déjà perdu avec tous les labels. Pour faire simple, moi je dis régulièrement que c'est un parallèle du bio en étant plus large dans le champ d'action. Donc ce n'est pas juste les vignes ou juste le vin. C'est aussi la fabrication. C'est l'ensemble de la production de tout en fait. De tout. Je vais vous donner un petit exemple qui est parlant. Le traitement des eaux usées par exemple. Nous, on traite les eaux usées, on a une bambouserie depuis quelques années. Donc on traite les eaux usées de façon naturelle en fait. Voilà. C'est l'ensemble du processus en fait, c'est beaucoup plus loin. Oui, c'est pas juste les vignes ou la fabrication du vin, c'est vraiment l'ensemble du processus qui est à haute valeur environnementale et je pense que c'est une très bonne chose pour le vin en France. Oui, et puis nous on est partisans du travailler plus pour limiter beaucoup les apports quels qu'ils soient. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que c'est vrai que travailler avec la nature des fois est un petit peu capricieuse et des fois très intransigeante, mais derrière on a une autre qualité et c'est vrai que moi ce que j'entends très souvent, puisque c'est ce qui parle aux gens, c'est avec vos vins on a pas mal à la tête et c'est vrai que c'est important. Oui, mais
sur des vrai, rosés, c'est sur des important. blancs, voilà. Je crois que Camille Garcet est témoin qu'il n'avait pas eu mal à la tête la dernière fois qu'il en a pris. Oui, j'ai eu mal à la tête, mais c'est vrai que Mais si par le celui-là, volume. celui-là guérit, alors moi je le veux bien, volume, c'est vous parti. Par le vous volume. prenez juste au goût, pas au volume. Par le volume absorbé, on peut avoir mal à la tête. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est des choses que j'entends souvent. On n'a pas mal à la tête et on a une qualité constante et une régularité dans le travail. Donc ça, c'est très très important. Merci Stéphanie Rousseau. On vous Merci à retrouve donc vous. dans le hall 3, le pavillon des régions. Région Val-de-Loire. Région Bordeaux. Val-de-Loire. Bordeaux, pardon. Oh là là. à côté, on n'est pas Val-de-Loire. très loin Je des vais me Val taper, de je vais me faire Bordeaux. Pas juste à côté de la région Val-de-Loire. Voilà, c'est juste Pour à préciser. On n'est pas très loin, C'est vrai, effectivement. c'est juste à côté, vous rattraperez bien Guillaume. Merci, Merci Guillaume à vous. Charpin, merci à vous Merci, d'avoir été merci. avec nous. Dans quelques instants, nous recevrons Manon Blangis qui n'est pas toute seule, elle non plus, puisqu'elle est avec un producteur d'ail noir. Donc ce sera l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est l'ail noir. Mais juste avant, Dimitri Hainaut et Alban Gamet de Saint-Germain nous avaient promis qu'ils allaient nous emmener à un concours de cris d'âne. Alors Ouais. ma question est très simple. Un teaser un peu mystérieux quand Ouais, même, on peut c'était le quand même dire. vachement mystérieux. Un cri d'âne, des vrais ânes, des faux ânes. On va voir ça tout de suite, puisque Dimitri Hainaut et Alban Gamet de Saint-Germain sont arrivés à destination. Est-ce que vous nous entendez? Ils nous entendent pas du tout. Non, ils ne sont peut-être pas là. Ou alors ils se cachent. Ah. Je crois que ça s'appelle la sonnerie de Skype. Ce n'est pas la douce voix Le suave. contact est en train d'être établi, On peut-être. va y arriver, Oui. justement. Ils nous l'ont dit, ils étaient il y a quelques instants avec des poneys pour nous Poneys, présenter. ça m'a d'ailleurs très surpris parce que c'est vrai que Dimitri a une peur bleue des poneys. Et c'est vrai que c'est. Souvenez-vous, très l'année dernière, il en surprenant. avait quand même ramené un sur le plateau, preuve de son courage. Il avait ramené un petit, je sais pas si c'était un poney ou un petit cheval, mais en tout C'était cas, deux. il avait fait l'effort de les ramener, c'était déjà C'était impressionnant. je deux trouve. petits poneys donc qu'on peut retrouver, on l'a dit, au pavillon 2 et ça pour que les enfants puissent s'initier au poney et pourquoi pas faire naître une vocation. On va réessayer. Alban, Dimitri, est-ce que vous nous entendez? Ils ont vraiment l'oreille dure cet après-midi. Alban Gamet de Saint-Germain et Dimitri Hainaut. Je le disais donc dans quelques instants, c'est Manon Blangis qu'on retrouvera. On parlera d'ail noir. Je ne sais pas ce que c'est l'ail noir du tout. L'ail noir, je vois. Alors, très bien. l'ail, ok. Noir, ok, mais l'ail noir ensemble, non. C'est la Ça fusion. ne me dit absolument rien. Minette. La fusion, non. C'est un son que nous aimons bien, ça. c'est Allô familier. Allô, Alban? Alban, Oui. est-ce que vous nous entendez bien? Antoine? Oui, c'est moi. Oui. Oui. Alors, voilà, donc, comme je vous l'ai dit, on est à la carrière au fond du pavillon 2.1, hein, le pavillon des équidés où vous pouvez retrouver tous les équidés. Alors en ce moment, ils sont en train en fait de herser la carrière puisqu'il y a eu un concours de dressage de chevaux qui vient de se terminer à l'instant. Il faut du coup leur laisser le temps de préparer cette carrière pour accueillir les ânes et le concours de cris d'âne qui va donc se dérouler ici même. Vous voyez en face, vous avez toute une tribune qui est remplie, bondée de monde, même si Dimitri aussi peut vous montrer sur le côté. Vraiment, beaucoup de gens à côté de la carrière. On a eu mal à se frayer un chemin. Et justement, pour patienter, si vous voulez patienter, venir voir, vous êtes un amoureux des chevaux, des ânes ou autres bêtes, autres équidés. C'est pas la journée de Dimitri, venir là. aussi au restaurant le Barbuck, où vous pouvez vous ravitailler tout simplement avec de la grillade avec de la viande française et boire une petite bière bien sûr avec modération, tout en profitant. Donc comme vous voyez, hein, je suis vraiment collé à cette carrière tout en profitant du spectacle. Alors pour revenir donc, le pavillon 2.1, c'est le pavillon, comme je vous ai dit, des équidés. C'est le pavillon où vous pouvez tout apprendre, tout découvrir sur ces bêtes. Et vous l'avez vu tout à l'heure avec le texte, on peut avoir une initiation au poney pour les plus jeunes, mais on peut aussi acheter du matériel pour faire de l'équitation. Donc ça passe par tout ce qui est bombe, tout ce qui est tenue. Il y a des tenues aussi traditionnelles. On a vu des stands avec des chapeaux, des vestes traditionnelles. Vous pouvez bien entendu voir toutes ces bêtes qui sont présentes dans ce pavillon. Voilà, donc ils sont encore en train de herser cette carrière avec déjà, si Dimitri vous montre, voilà, vous pouvez le voir à l'antenne avec déjà de très beaux chevaux. Ça demande Ils sont magnifiques. un petit temps de préparation. Je ne sais pas si on aura le temps de voir les ânes et ce concours. En tout cas, nous, on va y rester et pour vous faire un débrief tout à l'heure. Ah, très Voilà, bien. Alban, Oui. Alban,
Bah, très bien, parfait. Alban, vous restez sur place, on vous reprendra dans quelques instants. Je vous entends très très mal, Antoine. Eh bien, il va falloir mieux écouter, Alban. Tendez l'oreille encore plus. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Oui, oui, je vous entends, Antoine. Oui, votre mission justement, ça va être de rester là. On vous reprend dans quelques minutes pour voir justement s'il y a une avancée, pour voir un peu ce que c'est que ces fameux concours de cri d'âne. Très bien, on vous tient au courant. Et en attendant, on va s'occuper, on va peut-être goûter quelque chose au restaurant Le Barbecue. Parfait, merci Alban Gamet de Saint-Germain et merci à Dimitri Hainaut qui est derrière la caméra. Manon Blangis, vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour Manon. Oui, bonjour Antoine. Et vous non plus, vous n'êtes pas toute seule puisque vous allez nous aider avec une invitée à comprendre et à lever le voile sur cette fameuse histoire d'ail noir. Puisque Camille et moi, on est complètement c'est vrai que perdus. Là, il y a de l'ail, elle est noire. Donc pour l'instant, tout va bien. Donc Manon, j'espère qu'on va pouvoir en savoir un peu plus maintenant. Bah oui, et nous sommes avec Fanny Boutarin qui est agricultrice dans la Drôme. Donc vous êtes spécialisée ça dans l'ail noir. Bah, du coup, dites-nous un peu plus comment on fait de l'ail noir en fait. Oui, en fait, nous sommes agriculteurs à Cré dans la Drôme et nous sommes producteurs d'ail. Mais nous sommes producteurs d'un ail qui est blanc. C'est un ail IGP de la Drôme, donc un ail bien du terroir. Voilà. Bien de chez nous, comme on dit. Bien de chez nous. En effet, on a cette particularité dans la Drôme d'avoir vraiment toute la filière présente avec des producteurs d'ail de semences. Une semence de la Drôme avec des variétés qui datent des années 70. Voilà, avec un travail élaboré en collaboration avec l'INRA. Donc on a un bel ail de la Drôme. Et puis nous, on a voulu sur notre exploitation agricole mettre le goût au centre de notre démarche. Et donc on a voulu expliquer mieux ce qu'est le goût de l'ail normal, l'ail blanc, qui est naturellement plus sucré que d'autres variétés d'ail. On retrouve dans ses saveurs une spécificité drômoise. Et on a voulu élargir la gamme des saveurs de l'ail en produisant cet ail noir. Alors l'ail noir, l'origine de la technique de transformation, donc l'ail noir ce n'est pas une variété, c'est une transformation. D'accord. C'est ça. Et c'est une transformation avec quoi? Parce qu'il y a un petit produit dans un bocal juste à côté. C'est avec ça du coup? Non, alors ça c'est l'ail noir. C'est tout l'ail noir en fait. Voilà, c'est tout l'ail noir. Donc c'est deux formes d'ail noir. Voilà, c'est deux formes d'ail noir. C'est pour gagner du temps, voilà, à l'appeler. Moi je voulais vraiment savoir ce qui lui donnait cette couleur si particulière en fait. Alors en fait, la transformation de l'ail blanc en ail noir, c'est une cuisson. Voilà. En début de cuisson, on va préserver toute l'humidité naturelle de l'ail. En début de cuisson, on est un petit peu haut en température et il va y avoir caramélisation des sucres naturels contenus dans l'ail. C'est bien ça. C'est ce qui fait que l'ail devient noir. Et ça a le même goût du coup que l'ail blanc? Alors non, en termes de saveur, on a vraiment un produit tout à fait différent. Et c'est ce qui est intéressant. Alors plus sucré parce qu'en effet, la caramélisation, plus l'ail de la Drôme qui est un petit peu sucré, donc on retrouve ce côté acidulé sucré, cette sucrosité. Mais c'est un produit très aromatique et très intéressant en cuisine parce que très riche au niveau des arômes. Il y a un côté vinaigre balsamique, un peu sous-bois, pruneau. Ce n'est plus de l'ail et pour autant, ça reste 100% de l'ail. Alors c'est de l'ail sans être de l'ail, mais du coup, dans quel type de plat on peut le mettre? Avec quoi ça se marie bien, l'ail noir aujourd'hui? Alors c'est un produit qui plaît aujourd'hui beaucoup aux chefs parce que justement c'est tellement riche au niveau des arômes qu'on va pouvoir imaginer beaucoup d'utilisations. Autant dans une salade, il va y avoir un côté vinaigre balsamique qui va être intéressant. Autant avec une volaille, avec une viande, on va trouver un petit côté sous-bois qui va venir enrober la viande. Avec un poisson, c'est très très bien aussi. Tout simplement, si on n'a pas envie de cuisiner, mais qu'on a envie de le manger de manière gourmande, avec le plateau de fromage pour accompagner un picodon de la Drôme par exemple, ou une tome de brebis, voilà, au hasard. Une tome de brebis, ça va être très très bien aussi. Ça peut se manger cru. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait il est déjà cuit. D'accord. D'accord. Et donc je vous montre. La gousse devient vraiment pâte de fruits. Donc malgré qu'elle soit toute noire, elle est très tendre. Et ce qui va être intéressant en cuisine, c'est qu'on va pouvoir faire par exemple de fines lamelles. Comme ça, qu'on va pouvoir déposer. Par exemple, on fait des Saint-Jacques, on prépare ces Saint-Jacques, hop, on vient mettre des petites lamelles dessus. Ça peut être vraiment très agréable. On va pouvoir aussi l'écraser. Donc on peut faire une petite tartine avec de l'ail noir pour accompagner son fromage. Voilà. Il va vraiment s'utiliser très très facilement.
Oui, c'est vrai. Pardon, ça fait que 2 ans déjà que vous produisez Oui. l'ail noir. Et comment c'est venu? On a mis, non, nous c'est en voyageant, on a rencontré l'ail noir. On s'est dit c'est fabuleux, on a une production d'ail. Maintenant il faut apprendre à faire de l'ail noir. Donc on a eu une année de travaux de R&D. On a intégré l'ISAR à Lyon, qui est une école d'ingénieurs agroalimentaire, pour qu'on apprenne à faire de l'ail noir à partir des publications japonaises, puisque l'origine du produit c'est le Japon. Et donc une année de travaux de recherche et c'est notre 2e année de production. Donc on a eu avec notre récolte 2017 une première production d'ail noir et là avec notre récolte 2018 on a cette 2e production d'ail noir. Bah, j'ai attrapé un petit bout justement avec Antoine Lhermitte. C'est l'occasion de tester. Je pense qu'on va goûter. À la texture déjà ça ressemble un peu à du réglisse, un peu pour décrire. Je sais pas qu'est-ce que ça a comme goût sur la langue déjà Antoine. Effectivement, on ressent beaucoup le côté sucré déjà. C'est sucré, mais en même temps, il y a quelque chose. On ressent quand même le goût de l'ail. C'est assez perturbant, dans le bon sens du terme, d'avoir en fait de l'ail sucré. On s'y attend pas, donc il y a quand même un petit goût relevé sur la fin. Écoutez, je très bon. vais me Allez-y, lancer. Camille, Je vais me lancer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'ail perd son allicine. L'allicine, c'est la molécule qui donne le trait piquant, le trait puissant à l'ail. L'allicine disparaît. Et c'est pour ça que les autres arômes peuvent se révéler plus facilement. Mais oui, ça se révèle. C'est très bon. Ah oui, c'est très alors bon. ça, on est assez d'accord là-dessus. Effectivement, il y a vraiment ce petit goût sucré très doux au début qui se relève petit à petit sur la fin. Je viens de sentir l'ail, mais 5 secondes après avoir avalé en fait le bout. C'est vraiment incroyable. Alors pour nous, c'est un produit qui est vraiment intéressant parce que on avait envie de s'inscrire dans cette démarche du champ jusqu'à l'assiette. Et en fait, on est vraiment pour avoir un ail noir de qualité, ça c'est important de le dire. L'ail noir, c'est un peu comme le vin. Donc pour avoir un ail noir de qualité, il faut quand même un ail, une matière première qui soit de qualité aussi. Et on va accompagner ce produit jusque dans l'assiette du consommateur puisque c'est tellement nouveau que c'est à nous de développer en partenariat avec des chefs les usages. Donc on va vraiment... c'est très satisfaisant. Vous êtes vraiment axé sur le goût, pas forcément parce qu'il y a des propriétés. Alors, c'est un produit qui a des propriétés santé, voilà. Mais nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était le goût. On est assez épicurien. Je pense que si on se fait du bien en mangeant des bonnes choses, on se fait du bien aussi pour la santé et pour le moral. Ah bah je vous le confirme en tout cas. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir présenté cet ail noir qui nous intriguait beaucoup depuis le début de cette émission avec Camille Garcette. J'ai eu ma réponse et j'en suis très satisfait. Oui, nous aussi. Peut-être vous les gardez finalement. Merci. Je vous les laisse avec grand plaisir. C'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et merci Manon Blangis d'avoir été avec nous et de nous avoir ramené justement tout ça, d'avoir éclairé nos lanternes à ce sujet. À travers Champ épisode 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est, vous vous en doutez, dès demain à partir de 10h. Ce sera avec vous, Camille Garcette. Et oui, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, on est là, il n'y a pas de souci. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Non, rendez-vous demain à 10h avec Lucas Pierre à la présentation. Exactement, ce sera Lucas Pierre, aux côtés duquel vous serez, Camille, une bonne partie de l'émission. Nous recevrons demain le député centriste Charles de Courson et également le musicien Manu Lanvin en deuxième partie d'émission de 11h à midi et de 10h à 11h. Comme tous les jours maintenant, si vous nous suivez depuis samedi, vous commencez à connaître le refrain. Ce sera l'occasion, comme nous venons de le faire à l'instant, de rencontrer de nombreux producteurs et de parler aussi bien de nourriture que d'animaux ou encore de boissons. Rendez-vous donc à 10h et d'ici là, vous pourrez retrouver tout le replay de l'émission, notamment sur la page Facebook de Fréquence ESJ et sur le Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou le hashtag Siècle Vert, qui est évidemment le hashtag du stand où nous nous situons. D'ici là, une très bonne journée de salon à vous, Camille. Merci Antoine, à vous aussi. Et une très bonne journée de salon d'agriculture à vous tous. Salut.